Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo, cette fois-ci avec Maxime Pianfetti, un escrimeur. Bonjour Maxime, Bonjour, ça va? ça va et toi? Oui, ça va, merci. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, alors moi je m'appelle Maxime Pianfetti, j'ai grandi à Tarbes, j'y ai habité jusqu'à 18 ans. Je fais de l'escrime à haut niveau, donc je suis en équipe de France, j'ai fait les Jeux, et j'y ai eu une médaille. Je suis aussi vice-champion du monde et voilà, champion d'Europe, champion de France, plusieurs titres. Ok. Et comment est né ton goût pour l'escrime? Comment tu as découvert ce Alors sport? vraiment Tarbes c'est un peu un berceau, tu vois, de l'escrime en France. Ouais. Et donc voilà, c'est un club qui a une belle renommée. Donc en discutant avec les parents d'élèves quand j'étais tout petit, à vers 5 ans, ben, voilà, j'ai commencé à escrire un peu aléatoirement, mais c'est assez logique que pas mal d'enfants y passent à Tarbes. Ok. Et donc tu viens de Tarbes, qu'est-ce que ce cadre a représenté pour toi dans ta construction? Bah, vraiment, à Tarbes, il y a eu beaucoup de champions, hein, comme je te dis, Ouais. c'est un berceau de Oui. l'escrime française. Et donc, dans ma construction, moi, j'ai eu beaucoup de champions avec qui j'ai évolué. Enfin, je les voyais, moi, quand j'étais tout petit, ils étaient grands, ils faisaient des Jeux Olympiques. Nicolas Lopez qui a eu une médaille, Damien Touillat aussi. Donc, en fait, c'était vraiment l'image, un petit peu comme quand on regarde un film, on voit le super-héros qu'on a envie d'être. Sauf que là, c'est dans un cadre qui est plus accessible, hein, c'est pas des pouvoirs magiques, c'est juste de l'entraînement, de la répétition, Mmh. etc. Et donc voilà, les voir eux réussir, ben, ça donne vraiment envie. Et même à une échelle plus petite, on avait des champions d'Europe junior, cadets, tout ça. Et ben, eux aussi passaient par Tarbes parce qu'il y avait le Pôle France. Et Ok. donc vraiment, ça donne cette envie de faire comme les autres qui sont juste à côté. Et donc ça donne vraiment ce sentiment d'accessibilité qui soit juste avec nous. Ok. Et quel souvenir te revient quand tu repenses à tes débuts? Moi, ce qui me marque vraiment, c'était les trajets qu'on faisait. Genre, on part de Tarbes, tu vois, Tarbes, c'est loin de tout, Oui. loin de Oui. Paris. Rien que pour venir en voiture, je crois qu'il faut 8 ou 9 heures, un truc comme ça. Donc, tu avais des compétitions à Charleville-Mézières, 10-12 heures de voiture, Ok. d'autres vers Grenoble, vers Marseille, tout ça. À chaque fois, c'était long. Et ben, vraiment, c'est des bons souvenirs, quoi, de traverser la France en minibus avec les copains. Et voilà, c'est vraiment ça les débuts, parce qu'on prenait pas l'avion, on allait juste en Oui. France, on était le petit club. Et voilà, C'est c'est des ça petits les. moments Ouais, c'est privilégiés ça. avec les Sur le copains. moment, on n'aime pas forcément, tu vois, tu dors dans la voiture. Oui, Mais en fait, avec le quand on y recul, repense, c'est trop chouette, quoi. j'imagine. Et quels ont été les moments les plus marquants de ton parcours sportif? Ben, alors, j'en citerai trois. Le premier, ce serait ben, mon titre de vice-champion du monde senior en 2022. Là, vraiment, ça a fait un petit turnover sur ma carrière parce que Ok. j'ai pu devenir professionnel un petit peu, enfin, bien plus grâce à ça. Ce qui a impliqué la deuxième chose qui est mon intégration pardon, à la police nationale. En fait, à la suite de ces championnats du monde où j'avais fini deuxième, j'ai justement pu devenir professionnel grâce à la police nationale. Je suis rentré Ok. dans un dispositif voilà, des sportifs de haut niveau qui intègrent la police nationale. Et voilà, donc depuis, j'ai pu devenir professionnel et c'est vraiment génial. On a tout un dispositif qui nous permet à nous de nous entraîner de façon bien plus sereine, etc. Et en troisième, je dirais les Jeux Olympiques quand même, parce que ça, c'était incroyable. La cerise sur le gâteau, c'est d'y avoir eu une médaille et on s'est vraiment régalé. En plus à Paris. Ouais, au Grand Palais, incroyable. Ça devait Masterclass, être trop ouais, bien. trop trop bien. Ouais, j'imagine. Et quelle victoire ou défaite t'as le plus appris? J'ai envie de dire, c'est un peu bateau, mais chaque défaite, on y apprend quelque chose. Oui. Voilà, après, ben, rien que la semaine dernière, tu vois, j'ai perdu en quart de finale, donc pour une médaille et une Coupe du Monde, 15-13 contre le vice-champion olympique en individuel, donc pardon, à la Coupe du Monde d'Alger. Ben, chacune de ces défaites, que ce soit en quart de finale pour une médaille ou que ce soit au premier tour, on apprend parce que ben, on fait des erreurs et tout notre travail, c'est de comprendre pourquoi on a fait cette erreur. Et voilà, donc il n'y a pas vraiment de défaite en particulier, hein, mais l'ensemble des défaites nous servent à nous, à Oui. moi en particulier dans ce cas-là, Oui. à apprendre, à se poser les bonnes questions, à se remettre en question et à avancer. Ok. Et les Jeux de Paris 2024, quelles émotions t'ont traversé ce jour-là? Bah, en fait, il y a toutes les émotions. Moi, j'ai eu la chance d'avoir 2 jours de compétition. Ok. Le premier en individuel. Alors là, c'était la découverte de qu'est-ce que c'est que d'avoir un public, qu'est-ce que c'est les Jeux Olympiques. Vraiment des sensations incroyables parce que ben, on est porté par un public soutenu comme pas possible. Ouais.
Malgré tout, j'ai perdu au premier tour. Donc là, il y a le revers de la, pas de la médaille, du coup, le revers Oui. de la défaite, qui fait que bah, la sensation d'être un peu une merde, quoi, parce que voilà, premier tour, ça fait des années que je travaille pour ça. J'avais que 24-25 ans. Donc, quand on prend du recul, tu vois, ça reste une défaite aux Jeux Olympiques, premier tour. C'est une défaite comme les autres, ça reste aux Jeux Olympiques, hein. Mais vraiment une sensation sur le moment qui était dégoûtante, envie de se barrer de là. Le Grand Palais, c'était magnifique et un petit peu la sensation d'avoir gâché ce moment-là. Sauf que 3 jours après, ben, on avait l'épreuve par équipe en fait. Donc il a fallu se remobiliser et c'est là où ça fait des montagnes russes dans la tête. La veille, tu es là, je vais être champion olympique demain, je vais tout faire pour en tout cas. Boum, tu perds et puis 2 jours après, 3 jours après, tu dois tout donner pour essayer d'avoir une D'avoir une médaille. médaille. Et donc ça a été super dur avec les copains parce qu'on a tous à peu près raté nos JO en individuel. Euh, et donc ça a été dur de se remettre ben, en condition parce que c'était 3 jours après, c'est demain, c'est immédiat en fait à cette échelle-là. Les entraînements, je me souviens, entre l'individuel et l'équipe, c'était une torture parce que voilà, on avait échoué sur un des objectifs principaux de notre vie, hein. Euh, mais voilà, il a fallu se remettre dans le truc et tout donner pour aller décrocher cette médaille. Et puis on a réussi. Et donc après c'était C'est la grandiose, hein, grosse bien fête, sûr, ouais, la grosse ouais. fête. Vraiment un moment de partage. J'avais beaucoup de monde de mon entourage dans le public, de la famille, de la police, des Ça doit faire amis. du bien au Ah moral, ouais, ça. c'est incroyable. Ouais, Et puis quand on fait la fête après au Club France, ouais. ouais, après c'était indescriptible. Un pur été s'en est suivi, on va dire. Ouais, c'est clair, ça devait être trop Après, il bien. faut se remettre à l'entraînement quand même, parce qu'en octobre, donc T'as on eu a pris combien deux de mois de coupures? OK, vacances. 2 mois. Bah, en octobre, en fait, on est reparti pour une saison, ben, la saison dernière, et puis là, voilà, j'y suis encore. On va continuer jusqu'à au moins Los Angeles, et puis on verra. Ouais, et ça a pas été trop dur, la fin des jeux, justement, Ah non, ben, justement, avec une médaille, c'est pas dur du tout, hein. dans le sens, ça y est, c'est quand même déjà fini, il y a pas eu cette notion de nostalgie au début, Moi, c'était plutôt ouf, c'est fini, tu vois. OK. C'était plutôt dans ce truc-là, parce qu'on a La mis tellement pression, d'énergie depuis OK. tellement d'années que ça, c'est fait, c'est plus à faire. En plus, on revient avec une médaille. Franchement, nous, on était très contents que ce soit fini. Ouais, je peux comprendre aussi, au moins il y a tout qui Ouais, c'est redescend. ça, Place aux vacances. exactement. On va parler un peu de préparation mentale. Ouais. Comment abordes-tu mentalement une grande compétition? Alors, j'ai eu un préparateur mental de 2020 à l'année dernière. Ouais, Voilà. Alors, comment j'aborde, c'est très compliqué, en fait, tu dois le savoir. Moi, j'ai plusieurs, on va dire, routines, des choses que je fais avant la compétition. ouais, Donc, une compétition, en général, ça dure un jour ou 2 jours. Il y a des choses que je fais également avant les matchs, donc chaque match. ouais. Donc ça, c'est des petites routines également. Je vais les expliquer un peu après. Et après, il y a des choses que je fais pendant les matchs. OK. Moi, je travaille pas vraiment après les matchs, après les défaites, parce que, comme je dis, c'est fini. Je préfère penser à autre chose, parler avec les copains, téléphoner, partir si on peut partir, voilà, changer d'ambiance complètement après coup. Donc tout ce qui va être en amont lointain, bah, ça va être beaucoup de discussions finalement en amont des compétitions, hein. C'est-à-dire 1, 2, 3, une semaine avant les compètes. Je vais vraiment avoir besoin de parler, en fait, d'exprimer mes problèmes, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je pense, de quoi j'ai envie, etc., avec le préparateur mental. Ensuite, il y a un gros travail qui va se faire la veille et avant les matchs. Ça va être pas mal de visualisation, de la cohérence cardiaque. Voilà, en gros, c'est le principal que je fais. Et puis pendant les matchs, alors là, c'est se recentrer, c'est assez compliqué d'expliquer comment, hein, mais se recentrer sur le moment Oui, présent. se mettre dans sa bulle, Voilà, c'est ça. Et puis agir, et pas en tant que spectateur, quoi, vraiment ouais. être maître de mon destin. Et pour ça, bah, c'est pareil, il y a de la visualisation, il y a de l'imagerie mentale. Voilà, je fais de la cohérence cardiaque très courte aussi à ces moments-là. OK, Donc voilà à peu près le topo. OK, et as-tu mis donc oui, et comment gères-tu la pression? Eh ben justement, j'essaie de la Avec la gérer avec cohérence la cohérence cardiaque cardiaque? notamment, la visualisation.
je sais plus comment on appelait ça, la projection aussi mentale, je crois qu'on appelait ça. OK. C'est 3 trucs différents. Après la pression, beh, c'est vrai que plus ça va et même avec les jeux olympiques, le fait de les avoir faits, bah, c'est vrai qu'il y a quand même un changement d'échelle qui fait que je ressens que j'en ai nettement moins maintenant sur les coupes du monde en tout cas et que je pouvais l'avoir il y a 2, 3, 4 ans. Ouais. Même avec un titre de vice-champion du monde, les compètes d'après, je ressentais que le stress était plus grand qu'après les Jeux olympiques. Donc voilà, c'est un petit jeu aussi qui s'est fait automatiquement, ça, pour la pression. Parce que est-ce qu'en compétition, en coupe du monde ou autre, vous avez quand même beaucoup de public ou Non, très peu, pas? très Très peu. peu? Ouais, nous, vraiment, les Jeux olympiques, ce qui est fou, c'est que moi, mes premiers, je les ai faits à Paris. Donc, Ouais, en fait, j'ai touché un truc que je ne retoucherai plus jamais. Alors, c'est magnifique de l'avoir touché, mais c'est un petit peu triste quand même de se dire que ce truc-là, bah, si les c'est pas prochains jeux, ils partout. sont Mmh. allez, au mieux dans 50 ans, bah, c'est sûr que j'y serai pas. Alors, on imagine qu'ils peuvent être plutôt dans 100 ans. Et voilà. Ouais, Je souhaite à mes petits-enfants, peut-être. j'espère aussi. OK, et que se passe-t-il dans ta tête juste avant d'entrer sur la piste? Au jeu, Au au jeu, en en règle en compétition, manière ouais, avant de rentrer sur la piste, j'essaie d'avoir une attitude vraiment de guerrier. ouais. Nous, il faut savoir, on fait de l'escrime. Alors, bon, c'est pas de la boxe, tu vois, on va pas se prendre des coups réellement comme, comme les boxeurs, Oui, les lutteurs, etc. Mais il y a quand même cette idée de, bah, historiquement, l'escrime, ça reste, c'est pas tuer, c'est faire saigner, c'est battre son adversaire quand même, ouais. le battre avec une aptitude physique en lui montrant qu'on est supérieur à lui. Réussir à le piéger. Donc, vraiment, c'est cette attitude de guerrier que j'essaie d'avoir, me mettre dans un mood qui est bah, un mood un petit peu de tueur, tu vois, en gardant bien sûr tout, Oui, tout le respect qu'on peut avoir dans le sport. Et donc, voilà, j'essaie de basculer de Maxime assez cool, enfin, tu vois, comme ça là, en mode, à voilà, en mode un peu hardcore. d'accord. Et quelle place occupent les émotions dans ta performance? Alors, beh, les émotions, ils ont une part très importante, d'autant que nous, à l'escrime, euh, d'autant plus au sabre, on a un arbitre qui joue un rôle qui est très important. Ça va pas être comme au tennis ou comme au Ouais, badminton ou au volley, des appels que fait l'arbitre qui sont nets et prédéfinis et unanimes. En fait, il y a un côté qui est hyper subjectif, c'est-à-dire que est-ce que je mets le point? Moi, je peux avoir l'impression que oui, mon adversaire peut avoir l'impression que lui met le point, l'arbitre peut avoir l'impression que personne des deux met le point. Donc on a ce côté-là qui est un petit peu embêtant, hein, on va pas se le cacher, qui est qu'on n'est jamais vraiment sûr, si ça peut arriver quand même, mais il y a des fois où on n'est pas sûr que le point soit à nous, même si on le pense. Euh, et donc laisser place à une troisième personne qui n'est pas mon adversaire, ouais. prendre part au combat, tu vois, ça c'est quelque chose qui est assez dérangeant. Et réussir à le gérer, ça c'est vraiment primordial, parce que notre attitude, elle va impacter également les décisions de l'arbitre, Eh oui. forcément. Si je commence à dire l'arbitre, t'es qu'un con, Ouais, etc., bah, forcément il va se braquer, ce qui est normal, ça reste un humain, comme nous sur la piste. Et puis l'attitude aussi de conquérant dont je te parle mmh, juste avant, bah, l'arbitre il va aussi l'avoir, il OK. va essayer il va essayer normalement de façon Oui, objective de dire le point est pour un tel, et en rassemblant tous les ingrédients, il y a aussi cette partie de bah, lui il est plus conquérant que l'autre, le poids est peut-être un peu plus pour lui. Et donc voilà, il y a vraiment ce jeu de utiliser l'arbitre pour nous. Et donc ça va rentrer vraiment dans le travail des émotions, parce que ne pas le braquer, comment essayer de le mettre un peu dans sa poche, tu vois, ouais. sans triche ou quoi que ce soit. Oui, c'est clair. Sans l'influencer. Exactement. Et qu'est-ce qui te motive à continuer à t'entraîner chaque jour? Bah, alors ça, c'est une question qui est, assez simple à répondre. Pour nous, c'est vraiment les Jeux olympiques. Oui, Voilà. Alors d'autant plus l'année où il y a les Jeux olympiques, mais on repart pour s'entraîner pour 4 ans. C'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas à l'escrime et dans la plupart, à mon avis, des sports olympiques. Quand j'ai remis la veste et j'ai repris mon sabre, après les Jeux de Paris 2024, bah, c'était pour faire les Jeux et avoir une médaille aux Jeux de Los Angeles. Donc la question c'est bien pourquoi je m'entraîne. oui, Bah, c'est pour les Jeux de 2028. Et ce qui est marrant, c'est que il y a vraiment 4 ans où c'est tout pour Los Angeles. ouais. C'est pour ça que la pression, bah, elle vient, elle monte jusqu'au jour J, quoi. OK.
Et as-tu déjà traversé des périodes de doute ou de démotivation? Ouais, tout à fait. En fait, pendant les Jeux de 2020, donc moi j'étais encore, junior ou j'étais encore jeune, hein, OK, j'avais 21 ans en 2020, c'est ça. Donc la France n'était pas sélectionnée à ce moment-là. Il y a eu le Covid, et cetera. Et moi, j'étais vraiment dans le doute à ce moment-là. Je ne savais pas si je voulais continuer l'escrime. Voilà, il y a eu un turnover des entraîneurs à ce OK. moment-là. En fait, tu sais, à chaque Olympiade, Oui, ça change. voilà, il peut y avoir des changements. Et à ce moment-là, c'était un turnover. Voilà, les entraîneurs qui étaient avant, ils ont changé. Puis on savait pas trop qui allait nous entraîner. On a eu pas mal de soucis avec notre fédération, qui savait pas trop quels allaient être les entraîneurs à venir. Le président a également changé. Et voilà, il y a eu plein de choses qui ont fait que je me suis posé la question, savoir si je continuais ou pas. En parallèle, j'étais en études de mathématiques à la Sorbonne à Jussieu. Je faisais mathématiques fondamentales. Et donc, voilà, savoir si bah, je partais pas plutôt sur un cursus, on va dire, plus standard, à Ouais. savoir universitaire, ou si je continuais l'escrime. Voilà, je me suis vraiment posé la question. Et puis à la fin, bah, c'est vrai que le petit Maxime qui commence le sabre, il a parlé. Et puis quand même, je me suis accroché. C'est bien. C'est pas facile, hein, surtout pendant la période Covid, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont baissé les bras et Ouais, qui nous on n'a ont plus eu de compète, on en a fait une, la dernière c'était avant le Covid, ça devait être en fin février, quelque chose comme ouais, ça, avant que le Covid éclate mi-mars. Et la compète d'après, c'était en mars ou en avril 2024. Donc un an sans compète, c'est 24? du 2020. Oh pardon, 2020. Je pensais aux jeux, c'est pour Oui, ça. je sais. 2021, les jeux de 2021. Donc on a fait. Ouais, donc 2020, ça s'est arrêté et plus d'un an après, on a Ouais, eu la suivante. Et un an, c'est absolument énorme pour nous. Voilà, donc garder la motivation à l'entraînement quand on n'a pas de compétition, ça ouais. c'est absurde. Certains y arrivent très bien, hein, mais pour moi, c'était vraiment absurde. Ouais, je veux bien le croire et si tu devais donner un conseil à un jeune escrimeur qui rêve de haut niveau, que Bah, lui dirais-tu? moi, je lui dirais accroche-toi et puis surtout amuse-toi. Ouais, Euh, c'est une chance qu'on a, nous, à l'escrime, c'est qu'on peut s'amuser parce que par définition, piéger l'autre, bah, c'est un jeu. Faut voir ça un petit peu comme une partie d'échecs, mais avec une arme à la main. ouais. Et vraiment éclate-toi, profite de ta jeunesse. Voilà, on a beaucoup d'énergie quand on est jeune, en tout cas c'était mon cas. Et j'ai pu retranscrire ça sur la piste. Et si tu veux faire de l'escrime à haut niveau, commence par t'amuser, et puis après le niveau, il viendra si tu t'accroches. Mmh. Et quelle est l'importance à pardon. Quelle importance accordes-tu à l'équilibre entre ta vie personnelle et ta carrière? L'importance que j'apporte à ma vie personnelle, elle est absolument immense. C'est concrètement, c'est ce qu'il y a de plus important pour Oui, moi. Et en fait, l'escrime, ça m'aide justement. C'est vraiment un parallèle parce que certes, c'est ma carrière professionnelle, l'escrime, mais ça reste ma vie. En fait, ma vie, il y a pas, j'ai du mal un petit peu à faire le distinguo. Là, c'est entre les 2. professionnel. Hein. Ouais. Euh, c'est vraiment un tout. Donc, quand ça va bien à côté, je considère que tout va bien. Voilà. Enfin, c'est pas très bien dit, mais Oui, j'ai en gros, voilà, voilà, quand ma vie c'est un ensemble pour privée se toi, passe ouais. bien, quand l'escrime se passe bien, voilà, tout ça c'est un tout qui fait que je peux être épanoui assez facilement, mais je peux aussi des fois, quand ça va mal à l'escrime, avoir voilà ce- le contre-coup quoi dans Ouais, l'autre sens et aller un petit peu moins bien aussi dans ma vie dans le privée. Donc voilà, j'essaie de gérer tout ça. C'est pour ça que quand on parlait aussi de préparation mentale, moi je fais un petit peu un travail de psychologie, donc on est également sur le côté privé, quoi, privé, ouais. dans la sphère privée, dans la préparation mentale, c'est vraiment un tout. Il n'y a qu'un seul Maxime, c'est pas. J'essaie de me mettre, comme je te dis, dans un mood de conquérant, Ouais, etc. Mais ça reste moi, je reste un humain qui n'a qu'une seule vie, voilà, qui a qu'une seule «facette» entre exactement, guillemets. c'est ça. OK. Et que représente pour toi le fait d'appartenir à l'équipe de France? Pour moi, être dans l'équipe de France, c'est une fierté énorme. Mmh. Bah, même je porte un maillot, Bah, donc oui. donc non, j'en suis super fier. Quand on est petit, moi quand j'étais petit, le premier souvenir vraiment que j'ai de l'équipe de France de façon générale, c'est la finale France-Italie au football à la Coupe du Monde.
quand on a perdu. Et je me souviens, ce maillot bleu, blanc, rouge, un petit peu comme on a, bon, c'est pas la même marque, mais pour moi, c'était beau. Et ce que je voyais quand je regardais les joueurs, tous les joueurs de l'équipe de France, c'était vraiment la représentation de notre France, de notre pays, et eux qui, par le sport, permettent de nous représenter. Donc voilà, moi, si c'est ce que je peux être pour certains, ben, Mmh. c'est bien, en tout cas, je le suis pour moi, et c'est une fierté immense. Je veux bien le croire. Ça doit faire, du bien enfin, d'être supporté par les Ouais, Français, vraiment, ouais. vraiment, vraiment. C'est une force, non? Un peu, Ouais, de fou. De fou. d'encouragement, Alors, au jeu, en individuel, c'était très fort, hein, mais j'ai pas bien réussi à le manager. OK, Donc, mais en équipe, par exemple, on l'a fait briller à 100%. ouais, Ouais. j'ai vu ça. Mmh. OK. Te vois-tu un jour transmettre, coacher ou t'impliquer dans la préparation mentale? C'est possible. C'est vrai que j'ai du mal à m'exprimer sur, mon L'après? après-carrière, bah, dans le même sens que ce que je disais juste avant. Moi, mon point de vue final, actuellement, il s'arrête à 2028. Ouais. Voilà, donc c'est assez difficile pour moi de parler de la suite. J'ai plusieurs options qui peuvent se porter à moi, comme, avec la police notamment. Ouais, Mais voilà, je sais pas du tout. OK, ça marche. Et quelle phrase résume le mieux ta version de la performance? Quelle phrase résume? Il peut y avoir des petits coups pas des petites cou Oui, tu peux, oui. parce que là, il faut que je réfléchisse. Ouais, c'est vrai que j'ai pas réfléchi à celle-là. Quelle phrase représente la performance? Pas évident. Heu, j'aime bien, je crois que c'est la devise de Paris, fluctue avec mergiture, je crois que ça veut dire souvent, bousculer, jamais chavirer, ou Oui, quelque chose comme ça. Bah, voilà, ça me parle bien, OK, vraiment qui prend beaucoup de coups, mais qui au final, toujours debout. OK. Et pour finir, si tu devais waouh! Et pour finir, si tu devais décrire ton état d'esprit actuel en un mot, lequel serais-tu? Joyeux. Lequel choisirais-tu plutôt? Joyeux, Joyeux? ouais, j'aime bien joyeux parce que, en vrai, ma vie est belle. Je fais un métier que j'adore, et ça me fait C'est le ouais, principal. c'est ça. Exactement. Merci beaucoup Maxime. Merci à toi. Retrouvez-le sur, Instagram, Maxime Pionfetti pour, suivre, les prochaines aventures.